Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la prise en charge des pneumonies aiguës communautaires et des pneumonies d'inhalation. Il y a deux documents qui sont parus ces derniers mois, une actualisation des recos de la SPILF et de la SPLF, et une fiche synthétique de la HAS qui porte uniquement sur le choix et la durée de l'antibiothérapie. Pour info, il existe en tout 21 fiches synthèse de 2-3 pages qui reprennent la majorité des infections courantes en médecine générale, pour la plupart mises à jour en 2024. Vous tapez HAS Reco Antibio et vous tombez tout de suite dessus. En pratique, cette reco, elle s'applique aux pneumonies aiguës bactériennes communautaires. Donc, quand un patient consulte pour une toux fébrile, aucune nouveauté, la première étape est de distinguer les suspicions de pneumonie d'autres infections, type rhinopharyngite, bronchite, sinusite, qui ne nécessiteront pas d'antibiothérapie, ou exacerbation de BPCO qui justifie une prise en charge spécifique. En général, en MedG, l'infection elle est communautaire. Est-ce qu'il s'agit bien d'une infection présumée d'origine bactérienne? Une infection virale non surinfectée ne justifie pas d'antibiothérapie. Et enfin, y a-t-il une comorbidité à type de dilatation des bronches associée ou non à une mucoviscidose ou à un antécédent de pseudomonas? Si oui, cela exclut le ou la patiente des recommandations. Pour la dilatation des bronches, cette notion est à mon avis à relativiser à la sévérité de cette dilatation et à la fréquence des surinfections de votre patient. Une fois que vous suspectez une pneumonie aiguë communautaire bactérienne, la première question à se poser est: est-ce que la sévérité justifie une hospitalisation? Les recommandations de 2011 restent inchangées, il n'y a pas de nouveauté. Il s'agit des signes de gravité et des comorbidités classiques qui doivent alerter devant toute affection. Il existe un score simplifié, le CRB65, pour une aide décisionnelle rapide. Une fois que vous décidez de prendre en charge votre patient en ambulatoire, vous devez vous demander quelle est la bactérie la plus probable en fonction du tableau clinique présenté par votre patient. Les pneumonies classiques sont en lien avec un pneumocoque ou des bactéries atypiques. Nous reverrons tout à l'heure les principaux arguments cliniques en faveur de l'un ou de l'autre. Les pneumonies survenant dans un contexte post-viral, qui peuvent être liées au pneumocoque ou à Staph aureus. Et les contextes d'inhalation, où on aura du pneumocoque, de l'hémophilus, du Staph aureus ou des entérobactéries. Nous allons commencer par les deux dernières situations, qui sont les moins fréquentes, mais les plus simples. Dans un contexte post-viral, on va mettre en place une antibiothérapie probabiliste adaptée aux deux principaux germes. Le pneumocoque est sensible à l'amoxicilline, mais le Staph aureus meties, qui est le plus fréquent en France, synthétise une pénicillinase. Donc on va être obligé d'élargir avec de l'amoxiclave. Dans un contexte d'inhalation, pareil, on va mettre en place une antibiothérapie probabiliste adaptée aux principaux germes. Le pneumocoque est sensible à l'amox, mais pour les trois autres, ça ne va pas suffire, car on sait qu'en France, environ 20% des hémophilus et 95% des Staph aureus sécrètent des pénicillinases. Pour les entérobactéries, ça dépend du germe, mais il y a une pénicillinase dans plus de 30% des cas en communautaire. Donc ce sera, cette fois encore, de l'amoxiclave. Nous discuterons tout à l'heure de la conduite à tenir en cas de suspicion d'allergie aux pénicillines. En cas de suspicion de pneumonie hors contexte post-viral et inhalation, nous sommes donc dans le cas d'une pneumonie classique et les deux principaux tableaux cliniques sont le pneumocoque et les bactéries atypiques. La fiche mémo HAS reprend les principales caractéristiques pour nous orienter. Le pneumocoque est la bactérie donnant les tableaux les plus graves. Il atteint en général des sujets de plus de 40 ans, mais peut se déclarer avant. Ces pneumonies à pneumocoque sont associées à une mortalité élevée. L'antibiothérapie est indispensable. Les bactéries atypiques, majoritairement Mycoplasma pneumoniae, donnent des tableaux plus progressifs, moins graves, chez des sujets plus jeunes par petites épidémies. La guérison spontanée est fréquente, l'antibiothérapie se discute pour les tableaux les plus marqués. Là encore, on commence par le moins fréquent mais le plus facile. Dans l'hypothèse d'une bactérie atypique, le traitement probabiliste de choix sera un macrolide par clarithromycine ou spiramycine. Je rappelle que l'azithromycine, du fait de sa demi-vie d'élimination très longue, est un antibiotique à fort impact écologique qui doit être utilisé en deuxième intention dans la classe des macrolides. Dans ce cas précis, je pense qu'en l'absence de signe de gravité, il est possible voire souhaitable de temporiser l'antibiothérapie après les résultats de la radiographie. Il est cliniquement difficile de faire la différence entre une pneumonie à Mycoplasma pneumoniae et une simple bronchite virale. Les taux de résistance en France restent faibles, mais en Asie et notamment en Chine, 90% des mycoplasmes sont résistants aux macrolides.
Sachant qu'il s'agit d'une infection qui peut guérir sans antibiotiques, qui n'est pas responsable d'une mortalité élevée et dont l'antibiothérapie excessive peut amener à fort impact en termes d'antibiorésistance, une temporisation 48-72 heures, le temps d'avoir les résultats de la radio pour éviter tout surtraitement, me semble justifiée. Nous allons maintenant évoquer la situation la plus fréquente mais pas la plus simple, à savoir les pneumonies hors contexte post-viral et inhalation, et devant un tableau non évocateur d'une bactérie atypique. Dans cette catégorie, la majorité des patients présentent une pneumonie à pneumocoque, et donc la majorité d'entre eux va guérir sous amoxicilline. Le problème, c'est qu'une partie, minoritaire mais non négligeable, ne va pas répondre au traitement initial par amoxicilline, soit en raison de complications à type d'abcès ou de pleurésie, donc ça se verra sur la radio à J3 dont on parlera tout à l'heure, et ça justifiera d'une prise en charge spécifique, soit parce que le germe n'est pas sensible à l'amoxicilline seule, mais à l'amoxiclave. Cela signifie que notre hypothèse microbiologique pour cette minorité de patients n'est pas la bonne, car les pneumocoques, même à sensibilité diminuée à l'amoxicilline, ne présentent pas de mécanisme de résistance par synthèse d'une pénicillinase. Il n'y a donc pas de raison que l'amoxiclave soit plus efficace. Il s'agit donc d'autres bactéries résistantes à l'amox et sensibles à l'amoxiclave, type Staph aureus ou Haemophilus. La question 2 bis à se poser est donc la suivante. Est-ce que mon patient est à risque de faire partie de cette minorité de patients qui ne va pas répondre à l'amoxicilline seule? Autrement dit, qui sont ces gens? Donc pour certains patients qui présentent des comorbidités particulières, on va directement élargir le spectre de notre antibiothérapie. La SPILF et la SPLF ont fait un tableau assez dense et précis, avec un listing de pathologies qui sont statistiquement associées à un risque d'échec en cas de traitement par amoxicilline seule. Attention, il ne s'agit pas des critères dont nous parlions tout à l'heure, sur lesquels je suis passée très rapidement, pour évaluer la nécessité d'une prise en charge hospitalière ou non, même si certains critères sont identiques. Il s'agit bien d'une liste que nous devons prendre en compte pour l'antibiothérapie probabiliste de nos patients, quel que soit leur signe de gravité, qu'ils soient pris en charge en ambulatoire ou à l'hôpital. À noter que l'âge sans comorbidité n'est pas un critère justifiant à lui seul la mise en place d'amoxiclave. En d'autres termes, devant un patient âgé sans autre comorbidité, j'ai le choix entre élargir le spectre de mon antibiothérapie et augmenter le risque d'effets indésirables liés à l'amoxiclave ou cibler uniquement le pneumocoque avec de l'amoxicilline seule, et les recos sont clairs, le rapport bénéfice-risque il est en faveur de l'amoxicilline seule. Voici un tableau qui résume les antibiothérapies de première intention, avec comme promis un petit mot sur les alternatives en cas d'allergie. Dans le cas d'une pneumonie post-virale, on met de l'amoxiclave avec, en cas d'allergie, de la pristinamycine. Pour la pneumonie d'inhalation, de l'amoxiclave avec, en cas d'allergie, de la ceftriaxone et en dernier recours du cotrimoxazole. Devant une bactérie atypique, on mettra un macrolide et en alternative de la pristinamycine ou de la doxy. Pour une suspicion de pneumocoque sans comorbidité, de l'amoxicilline et en cas d'allergie, de la pristinamycine. Et pour une suspicion de pneumocoque entre guillemets, mais avec au moins une comorbidité qui nous ferait craindre une autre bactérie, de l'amoxiclave, en cas d'allergie, de la ceftriaxone et en dernier recours, de la lévofloxacine. Je vais faire une première parenthèse sur les fluoroquinolones. Vous remarquerez sur ce tableau qu'elles sont à utiliser en dernier recours. Le problème n'est pas tant sur l'émergence de résistance, mais sur le profil d'effet indésirable de ces molécules, qui n'est vraiment pas terrible, avec des troubles musculo-squelettiques, ça on le sait, mais des neuropathies périphériques, des troubles psychiatriques. Et malheureusement, ces effets indésirables sont potentiellement irréversibles. Donc même si le spectre et la bonne diffusion de ces molécules sont séduisants, il faut vraiment limiter au maximum leur utilisation. En médecine générale, globalement, mis à part en probabiliste dans une suspicion de pyélo en attendant d'avoir l'antibiogramme, il faut quasi exclure les fluoroquinolones de notre arsenal thérapeutique. Deuxième parenthèse sur l'étiquette allergie à la pénicilline. Je rappelle que 10% de la population est étiquetée allergique aux pénicillines, alors que seul environ 1% d'entre elles l'est réellement. En d'autres termes, 90 voire 95% des patients qui se déclarent allergiques aux pénicillines ne le sont pas réellement. Cela signifie que sur une patientèle de 1000 patients, en moyenne, seuls 10 sont réellement allergiques aux pénicillines. Donc l'alternative en cas d'allergie aux pénicillines n'est pas une problématique que vous êtes censé fréquemment rencontrer. La probabilité d'une authentique allergie aux pénicillines, elle peut être évaluée par le score PENFAST,
Il n'y a pour l'instant aucune recommandation officielle qui permette de se soustraire à une évaluation allergologique standard, mais c'est en cours d'évaluation pour ces patients, et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette diapo juste pour insister sur le fait que les critères de gravité ne doivent pas justifier à eux seuls un élargissement de l'antibiothérapie. Même si votre patient devient oxygénorequérant et qu'il est hospitalisé en maladie infectieuse pour sa prise en charge, s'il présente un tableau évocateur d'un pneumocoque et pas de comorbidité associée à un risque d'échec, il sera traité par amoxicilline seul. Quel que soit le tableau clinique, la première ligne d'antibiotiques est la même en ambulatoire ou en hospitalisation conventionnelle. Cela exclut évidemment les pneumonies les plus sévères hospitalisées en soins intensifs ou en réanimation. Avant de laisser partir votre patient, qu'est-ce que vous prescrivez comme examen complémentaire ? Au niveau biologie, la recherche d'un syndrome inflammatoire n'est pas pertinente, car cela ne va pas permettre de distinguer une pneumonie virale d'une pneumonie bactérienne. Les PCR multiplex virales grippe Covid et VRS peuvent avoir un intérêt en cas d'épidémie en collectivité pour identifier les premiers cas, ou en cas de doute sur une pneumonie bactérienne post-virale. Si le contexte clinique est très évocateur avec un syndrome grippal familial qui se complique chez l'un des membres de la famille avec une aggravation de la toux, de la fièvre et un foyer auscultatoire, il n'est pas utile de faire une PCR. Le CBC n'est que rarement utile en ville, hormis chez certains patients présentant de lourds antécédents respiratoires et le plus souvent suivi par un pneumologue. Le bilan des comorbidités doit être fait au cas par cas. En ce qui concerne les hémocultures, il n'est pas conseillé de les réaliser en systématique. Elles seront à envisager chez le patient valvulaire qui présente une toux fébrile traînante. Au niveau radiologique, les nouvelles recommandations mettent l'échographie avec un opérateur entraîné au même niveau que la radiographie. L'une ou l'autre doit être demandée dans les 72 heures. Le délai radioclinique est souvent dépassé vu les délais de consultation d'examen radiologique actuels, donc elles doivent être demandées. Elles vous aideront à réévaluer le malade à J3 en orientant vers une bactérie, en rectifiant le diagnostic ou en dépistant des complications type pleurésie et abcès. Si l'évolution est favorable, il n'y a pas lieu de faire une imagerie de contrôle pour vérifier la guérison du patient. Une TDM doit être proposée chez les patients tabagiques pour dépistage d'un cancer pulmonaire à distance, au moins 6 à 8 semaines après les antibiotiques. Dans le cas de la pneumonie d'inhalation, il convient de réaliser une TDM thoracique en première intention, car une radiographie de bonne qualité sera plus difficile à obtenir. Vous revoyez ensuite votre patient après 72 heures d'antibiotiques. Cliniquement, soit il s'améliore, soit il stagne, soit il s'aggrave. Et radiologiquement, l'imagerie peut être en faveur ou non du diagnostic. Pourquoi on cherche à diminuer la durée des antibiotiques ? On sait que cela diminue l'impact de l'antibio sur le microbiote cutané, digestif et vaginal, et que cela diminue le risque des effets indésirables. L'idée n'est pas de dire que le patient est guéri en 3 jours. L'évolution naturelle, c'est un poumon sain qui va être envahi de bactéries, puis il va y avoir une réaction de l'hôte qui va être responsable de la toux, le foyer, la fièvre, etc. Et les antibiotiques, ils vont traiter la bactérie, mais ils n'auront pas d'impact sur le reste, qui va rentrer dans l'ordre progressivement, avec ou sans antibiotiques. Nous cherchons donc à grignoter des prises d'antibiotiques sur cette période charnière où le patient est encore symptomatique, certes, mais ne présente plus d'infection bactérienne. Combien de jours faut-il pour tuer toutes les bactéries ? Si le patient s'améliore et obtient tous les critères de stabilité clinique, arrêt des antibiotiques dès 72 heures, sauf pour la pneumonie d'inhalation pour laquelle on traitera les patients au moins 5 jours. Pour info, la HAS précise dans sa fiche mémo que la réévaluation peut être faite par téléphone. De fait, si on s'intéresse aux critères de stabilité, la plupart des patients de médecine générale traités en ambulatoire sont plus fringants à J0 de leur pneumonie, donc s'ils s'améliorent cliniquement et qu'ils sont apyrétiques, l'intérêt de les faire revenir au cabinet pour une prise des constantes n'est pas forcément indispensable. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Le patient s'améliore, mais n'a pas obtenu les critères de stabilité clinique. Là, il s'agit le plus souvent de patients hospitalisés. Il convient de poursuivre l'antibiothérapie jusqu'à J5, puis de réévaluer à J5. Si le patient continue de s'améliorer et obtient les critères de stabilité, on arrête les antibiotiques à J5. S'il n'a toujours pas les critères de stabilité, on poursuit au maximum 7 jours. Ce qu'il faut vraiment retenir,
c'est qu'il n'est pas normal de ne pas répondre ou de répondre partiellement au traitement antibiotique à J3, max J5. Donc ne prescrivez pas d'antibiothérapie pour 7 jours, car le patient évoluant mal risque de ne pas reconsulter et de ne pas être réévalué. La plupart des patients s'améliorent rapidement, en 72 heures. Si le patient ne répond pas à l'antibiothérapie initiale, mais ne s'aggrave pas, la première chose est de remettre en cause le diagnostic ou de suspecter une complication. Il y a un intérêt majeur de l'imagerie dans ce cas. Si le diagnostic de pneumonie non compliquée reste évoqué, on change de classe d'antibiotiques. On arrête l'antibiotique initial et on relaie par une autre classe. On n'associe pas les antibiotiques. Donc si vous aviez mis une bêta-lactamine, vous passez à un macrolide et inversement. Si l'antibiothérapie initiale était de la pristinamycine, je vous conseille là encore de remettre en cause le diagnostic et si besoin de demander un avis infectieux, car la pristinamycine est supposée être efficace sur le pneumocoque et les atypiques. Si votre patient s'aggrave, il faudra d'autant plus remettre en cause votre diagnostic, discuter une hospitalisation, des hémocultures, une nouvelle imagerie. Bref, il s'agit d'une situation rarement rencontrée en médecine générale, pour laquelle il faut demander un avis spécialisé. Pour finir, je vous fais juste un rappel sur les indications de la vaccination pneumococcique chez l'adulte. Les 2 premiers points n'ont pas évolué. Par contre, depuis janvier 2025, la vaccination est recommandée chez tous les sujets de plus de 65 ans en raison d'une immunosénescence qui favorise les infections. Voici les principaux messages pour les pneumonies hors inhalation. L'imagerie est obligatoire par radiographie ou échographie. Il n'y a pas d'intérêt des marqueurs biologiques. En première intention, on mettra de l'amoxicilline ou un macrolide. Le choix de l'antibiothérapie ne dépend pas des signes de gravité. La durée sera de 3 jours en cas d'évolution favorable, grand maximum 7 jours. Les mesures de prévention sont la vaccination et le sevrage tabagique. Pour les pneumonies d'inhalation, l'imagerie est obligatoire par TDM cette fois-ci. Il n'y a toujours pas d'intérêt des marqueurs biologiques de l'inflammation. En première intention, on mettra de l'amoxiclave. Si contre-indication ou voie orale impossible, de la ceftriaxone. Jamais d'association avec le métronidazole. La durée sera de 5 jours si évolution favorable, grand max 7 jours. Et cette fois-ci, les mesures de prévention sont un bilan orthophoniste et une adaptation des repas. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre prise en charge. Bonne fin de journée!